Il est l'un des premiers à avoir prédit la crise économique et financière qui a frappé le Liban de plein fouet en 2019. Pour les uns, il est aujourd'hui le seul à avoir la vision et le programme pour redresser le pays. Pour les autres, il est au contraire un obstacle à l'unification des rangs de l'opposition. Pour ce deuxième épisode de notre podcast Aux urnes citoyens, nous recevons l'ancien ministre du Travail et des Télécommunications, aujourd'hui secrétaire général du mouvement Citoyens et Citoyennes dans un État. Bonjour Charles Ben Nahas. Bonjour. Et merci de nous accueillir chez vous dans cette magnifique bibliothèque. Ahlan wa sahlan. Charles Ben Nahas, il y a quelques semaines, quelques mois de cela, votre mouvement envisageait sérieusement de ne pas participer aux élections législatives du 15 mai prochain. Pourquoi ? Écoutez, nous sommes un parti organisé, nous avons des débats internes, évidemment. Le point que vous soulevez a été débattu, mais depuis déjà 4 mois, la question a été tranchée. Et notre attitude a consisté à dire que ce rituel qui est les élections au Liban, avec le système actuel du non-État communautaire, est un rituel non seulement insipide, mais dangereux. Et par conséquent, s'en abstenir ne changerait rien, puisque la notion même de résidence et de participation n'a aucun sens pour les communautés. Et l'objectif est donc de renverser ce processus pour lui donner un vrai sens politique, c'est-à-dire organiser la rupture avec le pouvoir existant et contester sa légitimité, non seulement opérationnelle, puisqu'il est en panne totale, mais aussi sa légitimité populaire. Donc c'est comme ça que nous envisageons les élections. C'est-à-dire concrètement, qu'est-ce que vous attendez de ces élections ? Écoutez, quelques données simples pour commencer. Chacun des chefs communautaires dispose d'une légitimité dans sa communauté qui est incontestable. Elle n'est contestée ni au sein de sa communauté, ni par les autres chefs communautaires d'ailleurs. Et un des signes les plus frappants de cela est le désarroi que la décision de Saad Hariri de s'abstenir a suscité chez les autres, parce qu'il perturbait l'équilibre. D'ailleurs, aucun des partis existants ne se propose de contester la légitimité d'un autre chef communautaire. Jaja n'a aucune notion. Il ne vient même pas à l'esprit de présenter des candidats qu'il appellerait chiites à Bint Jbeil, de même que Nasrallah n'est même pas effleuré par l'idée de présenter des candidats entre guillemets maronites au Kesrouan ou à Abcharré. Donc il n'y a pas de contestation. À partir de là, à quoi servent les élections, si vous voulez ? Puisque chacun a sa légitimité chez lui. Hein. Les élections, à quoi servent-elles ? Voilà. Écoutez, d'abord, il faut se rappeler qu'il n'y a pas d'élection au Liban depuis bien longtemps. Entre 72 et 92, il n'y a pas eu d'élection. En 92, les élections étaient montées de toutes pièces pour installer le nouveau régime des milliardaires et des chefs de milice. 96 et 2000 sont 2 élections qui se sont passées très harmonieusement, mais c'était les Syriens qui avaient géré toute l'opération. Et puis les autres élections, 2005, ça a été des élections qui ont été liées à un chamboulement régional avec les assassinats, la 1559, l'expulsion des Syriens. 2009, c'est encore des élections qui sont venues entériner un arrangement extérieur de Doha. 2000, et puis il y a l'interruption, la longue interruption. Les élections de 2018 sont venues conforter une tentative de restauration du régime déjà en banqueroute, déjà en faillite, à travers l'arrangement présidentiel, les ingénieries financières et la promesse de cèdre avec Macron. Donc chaque fois, si vous voulez, les élections viennent entériner des changements extérieurs. Cette fois-ci, ce qui se passe, c'est la chose suivante. La région est en train d'être reconfigurée, que ce soit dans les négociations à Vienne ou accélérées par les événements de la guerre russe en Ukraine. Et par conséquent, ces chefs communautaires sont encore une fois inquiets parce que quand il y a des arrangements extérieurs, ils s'imposent et souvent avec de grands dégâts, souvent avec des assassinats, souvent avec des perturbations violentes. Donc ils se sont dit, ça serait bien que nous confortions formellement par des élections notre emprise, chacun sur sa communauté,
pour avoir une sorte de police d'assurance collective vis-à-vis des acteurs extérieurs. Face à cela, évidemment, participer aux élections en croyant qu'il y aurait un parlement ou que quelques députés présenteraient des lois serait d'une naïveté totale. En fait, ça ne participerait qu'à conforter l'exercice de légitimation formelle que recherchent les chefs communautaires. Monsieur Nahas, aujourd'hui, il y a une partie, peut-être une partie même importante des Libanais, qui sont dans une logique de rupture avec tout ce que vous venez de dénoncer. Mais quelque part, dans votre propos, vous êtes en train de leur dire « n'allez pas voter, ça ne sert à rien ». Pas du tout. Qu'est-ce que vous êtes en train de leur dire alors? Nous sommes en train de leur dire la chose suivante. La confrontation doit toucher la légitimité du système. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire ne pas partir d'arrangements locaux dans telle ou telle circonscription. Parce que dans chaque circonscription, il y a une prévalence d'un ou deux chefs communautaires. Même si c'est des arrangements locaux avec des membres du reste de l'opposition? Quels que soient les arrangements, l'approche doit être politique et l'approche politique ne peut être que transversale par rapport aux 15 circonscriptions pour ne pas tomber dans le piège de l'emprise territoriale des chefs communautaires. Ce serait une faute radicale que d'aller sur ce terrain balisé et miné. Donc nous avons un projet national qui est un projet de rupture. Exact. Et nous demandons aux électeurs de venir voter en masse pour ce projet. Plus que cela. Nous œuvrons pour rassembler toutes les personnalités, tous les groupements, toutes les forces, tous les partis qui partagent cette analyse. Et pour cela, l'idée qui circule et que nous essayons de faire avancer, de promouvoir, c'est que les 15 listes qui se présenteront sur cette ligne, tous les candidats qui sont sur ces listes, proclament, dès la mise en place des listes, donc avant les élections, la constitution d'une Assemblée nationale laïque, laquelle participera aux élections, si les élections ont lieu bien sûr, mais sera encore là après les élections. Parce que la tentative des chefs communautaires d'améliorer par un arrangement formel leur légitimité, c'est pour faire quoi? C'est pour continuer à liquider ce qui reste de ce pays après les élections. Donc croire que les élections constituent un festival qui se termine serait une erreur tout aussi grave que de se perdre dans des arrangements locaux. Mais si vos résultats lors des élections, encore une fois, si elles se tiennent, ne sont pas à la hauteur de vos attentes, quelle est la légitimité de cette Assemblée? Écoutez, l'action politique, ce n'est pas un jeu facile, à moins qu'on se complaise dans des recherches de statut et de posture pour coller sa photo sur un immeuble ou pour taquiner le cousin dans le village. Hein. Là, ça va, on sait faire. Mais si jamais il s'agit de faire face au laminage de cette société, à une émigration qui est devenue une hémorragie, à la destruction systématique de toutes les institutions, qu'elles soient privées ou publiques, là, il s'agit de proposer une alternative, un projet de gouvernement, un changement de régime. Donc, vous me dites, que se passe-t-il si les gens... Écoutez, les gens sont censés être responsables. Ce qui est demandé aux politiques, c'est d'anticiper les évolutions, c'est de proposer une offre politique, d'assumer les risques qui sont rattachés à cette offre politique et de mettre les gens devant un choix réel et devant un choix illusoire. La mesure, si vous voulez, de la légitimité populaire, comment l'approcher? Les différents chefs communautaires, comme je vous l'ai déjà dit, ne sont présents, n'envisagent d'être présents que chacun chez soi. Donc, à l'échelle du pays, bon, à l'échelle d'une communauté, ils peuvent faire 80% de la communauté. À l'échelle du pays, bon, le plus puissant qui est le Hezbollah fait péniblement 15%, et puis les autres, bon, ils sont 4, 3, 2, 7, 8%. Et vous pouvez faire combien? Écoutez, nous espérons... Faire plus que le Hezbollah? Nous espérons pouvoir obtenir, dans le cadre d'une institution clairement définie, qui est l'Assemblée nationale laïque, un appui d'un pourcentage de la population à l'échelle du pays, oui, encore une fois, qui soit du même ordre que celui des plus gros groupes communautaires. Ce serait une rupture radicale parce que le système en place est basé sur l'exclusivité de la représentation de cette coopérative de chefs communautaires. L'instauration de cette entité qui est l'Assemblée nationale laïque, en espérant évidemment que la population libanaise, malgré les déboires, malgré le désespoir qui s'est installé,
prennent acte, si vous voulez, de cette alternative, imposer une rupture avec ce système en disant l'exclusivité de votre coopérative dans ce non-État communautaire, elle est tombée, c'est fini. Monsieur Nahas, on va partir de l'hypothèse que le pari que vous faites, qui est un pari tout de même extrêmement ambitieux, aujourd'hui d'être la plus grande force à l'échelle nationale, que ce pari réussisse. Donc vous obtenez une sorte de... 10, 15, 20%, ce qui est... 15%, même 10%, 15% des suffrages dans cette assemblée. Ensuite, comment vous changez le système? Écoutez, je reviens un peu en arrière si vous me permettez. Pourquoi est-ce que ces élections sont tenues? Ces élections sont tenues pour une et unique raison. Ces 5 ou 6 chefs communautaires sont inquiets. Ils sont inquiets parce que ce qu'ils appellent leur communauté subit tous les drames du quotidien, l'émigration, la faillite, la perte des revenus, de l'épargne, etc., etc. Et ils ne peuvent plus leur distribuer les bénéfices qui avaient assis leur emprise. Deuxième chose, ils ont été contraints pour maintenir la cohésion de leur groupe communautaire d'importer de manière froide, si vous voulez, tous les antagonismes régionaux pour les traduire sur la scène locale et par conséquent, ils craignent que ces affrontements importés ne dérapent, n'aillent vers la guerre civile. Et là, je dois reconnaître que Saad Hariri a eu le mérite, comparativement aux autres, malgré le fait que le tribunal spécial pour le Liban est accusé des membres ou des proches du Hezbollah d'avoir assassiné son père, de refuser d'aller vers la guerre civile. C'est le seul. Mais ces gens-là sont inquiets, excusez-moi. Ils sont inquiets, et par conséquent, ils sont inquiets vis-à-vis de leur communauté et ils sont inquiets par rapport aux arrangements extérieurs. Ce que nous venons dire, c'est aux gens, écoutez, vous pouvez continuer à aimer votre chef communautaire, ce n'est pas le problème. Mais chacun de ces chefs communautaires et l'ensemble de ces chefs communautaires sont incapables fonctionnellement de gérer la vie des gens. Monsieur Nahas, le constat, vous le faites depuis des années, Oui. et il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec votre constat. Oui. Mais vous ne répondez pas concrètement à ma question. Voilà, c'est une Comment négociation. vous prenez le pouvoir? Comment, écoutez, prendre le pouvoir a une fonction très précise. Déjà, croire que le pouvoir soit une promenade, un long fleuve tranquille est illusoire. C'est une responsabilité très lourde. Ce que nous proposons dans les discussions en cours pour la mise en place de cette Assemblée nationale laïque, c'est un transfert pour une période déterminée du pouvoir à un gouvernement disposant de pouvoirs législatifs exceptionnels en vue de mettre en place Donc des les six chefs les 6 chefs donneraient d'eux-mêmes Par le pouvoir du fait comme résultat d'une négociation que le rapport de force, d'une part, et les craintes qu'ils ressentent, d'autre part, rendraient possible. Et si vous voulez une négociation... Tout ce qui s'est passé depuis 2019 ne vous amène pas à revoir un petit peu ce calcul? À vous dire que finalement, plus ils sont dans une situation délicate, moins ils sont enclins à négocier, justement? Non, au contraire. Vous savez, à qui avons-nous affaire? Nous avons affaire à des gens qui, dans leur parcours personnel, ont soit participé directement à la guerre, soit et ou ont perdu des membres de leur famille proche. Par conséquent, ce sont des gens qui savent ce que c'est que la violence. Et par conséquent, ce sont des gens qui savent aussi que plusieurs d'entre eux ont été lâchés par leurs patrons régionaux extérieurs, abandonnés. Certains ont été exilés, certains ont été mis en prison, d'autres ont été assassinés. Et par conséquent, ce sont des êtres humains, vous savez, ces gens-là. La rationalité, ils auraient aimé, évidemment, que le mécanisme auquel ils étaient habitués continue. Mais le choix pour eux, finalement, vous savez, dans les moments difficiles, les choix s'imposent. Pour survivre, ils négocieront, c'est ça l'idée. Pour survivre, ils négocieront sur une proposition qui est clairement identifiée, avec une perte limitée pour eux. Parce que ce qu'ils perdent, c'est la prétention à la légitimité exclusive de la chefferie communautaire. Et s'ils ne le font pas pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 15 ans, est-ce que vous avez une alternative
Ou est-ce qu'on attend? Il ne s'agit pas d'attendre. La société est en train d'être défaite, d'être liquidée. Une autre société émergera dans 40-50 ans, il y aura toujours un bout de territoire et des gens dessus. L'alternative, vous savez, les gens qui prétendent que les alternatives sont multiples, à un moment donné, je les invite à réfléchir réellement à ce que comporte chacune de ces alternatives en termes de coûts. Les alternatives, si vous voulez, l'alternative la moins coûteuse dans notre pays, au vu de ce que nous avons vécu et au vu de ce que nous avons vu dans la région, et tenant compte du fait que nous avons en face de nous des gens, comme je vous le disais, qui ont la pratique, et même dans leur corps, si vous voulez, de la violence, nous ne pouvons que faire le pari sur une rationalité où le rapport de force impose une négociation. Les transitions, les changements de régime, vous savez, dans le monde, ça se fait comment? C'est soit produit d'une guerre. Bon, les Alliés ont vaincu les Ottomans et se sont partagés la région. Hein. Bon, ça se passe comme ça, mais ça, on n'y est pour rien. C'est soit un changement de l'intérieur même du régime, que ce soit des officiers ou des civils qui font une sorte de coup d'État. Alors, les coups d'État, il y en a plein. L'effondrement de l'Union soviétique, c'est ça, c'est de l'intérieur. Cela suppose qu'il y ait un esprit de corps suffisamment puissant pour générer ce genre de mouvement. C'est un peu ce qui s'est passé en Égypte. Okay? Ou sinon, c'est un dérapage vers une violence incontrôlée. Les cas où des transitions pacifiques, en résultant de négociations, les négociations, il faut qu'elles soient imposées. Si vous êtes à l'aise, vous négociez avec personne. Hein. Bien sûr. Existent dans le monde. Vous savez, l'Afrique du Sud aurait pu continuer à être dominée par l'apartheid peut-être 20 ans de plus, mais ça aurait abouti à une guerre atroce. Mais il y a un élément qui existait, qui n'existe pas au Liban, c'est une pression internationale très forte. Est-ce que ça aussi, vous le souhaitez? Écoutez, il n'y a pas de pression internationale très forte du tout. Dans le cas sud-africain? Pas du tout. Pas du tout. L'Afrique du Sud était soutenue très fortement par les Occidentaux, les Américains, d'autant plus que les Cubains étaient intervenus en Angola et au Mozambique. Les transitions pacifiques sont le choix que nous faisons en toute lucidité, et cette transition pacifique exige un certain nombre de conditions. Exige d'une part que la partie qui impose la négociation et qui la tient soit structurée, d'où l'Assemblée nationale laïque. Deuxièmement, qu'elle ait une proposition rationnelle, parce qu'il s'agit d'éliminer la personne en face, il ne va pas négocier, évidemment. Troisièmement, qu'elle exprime un rapport de force suffisant pour que la partie avec laquelle vous négociez sente que cette négociation, si elle aboutit, peut être tenue, si vous voulez, et non pas s'effondrer au premier accident. Donc voilà le processus qui nous semble correspondre à la réalité de notre pays. Aujourd'hui, dans les rangs de l'opposition, certains vous reprochent de vouloir faire cavalier seul, et finalement que votre stratégie aboutisse à l'affaiblissement, peut-être même à la défaite des candidats, que ce soit les vôtres ou que ce soit ceux d'autres listes, lors des élections. Qu'est-ce que vous leur répondez? Écoutez, nous sommes en discussion avec pratiquement tous les mouvements, partis, etc., qui ont émergé soit avant octobre, soit après octobre 2019. Vous savez, quand vous discutez avec les gens, il faut savoir vers où on veut aller. Alors, si on va à Tripoli, bon, il peut y avoir des gens qui veulent s'arrêter à Sheka ou d'autres qui veulent continuer jusqu'à Halba. Mais si jamais vous avez des gens qui, eux, veulent aller à Saïda, alors là, visiblement, ce n'est pas la peine de négocier. Il y a des choix. Donc, c'est l'orientation qui compte. Nous pensons que notre devoir est de tenir ce cap, cette orientation, avec d'autres, sans quitte à ce qu'il y ait concession. des nuances. Évidemment, sans concession, parce que sinon, les concessions, pourquoi faire? Quels seraient les types de concessions, si vous voulez? Je vous ai exprimé clairement l'orientation et les... C'est-à-dire que si vous êtes d'accord aujourd'hui avec une autre liste ou avec un autre candidat sur 80% du programme, les 20% restants... Aucun problème. 80-20, ça va. Mais si le but est d'organiser des arrangements avec des gens qui sont en opposition totale, déjà sur le diagnostic,
Ceux qui croient qu'en envoyant 2, 3 députés au Parlement, même s'ils passent à travers des voies de tenants du système, etc. Donc, ils ne sont pas dans la logique de contestation de la légitimité, de rupture. Ceux qui pensent que ça va d'ici 4 ans, et puis 4 ans après, on va avoir 2 députés, puis 4, puis 5, et puis on va envoyer des projets de loi à M. Berri, qui va les envoyer à M. Ken'an, qui va les étudier, etc. Bon, sont certainement très honnêtes, mais complètement à côté de la plaque. Il n'y a ni Parlement, ni rien du tout. Donc, pour nous, ce serait une erreur grave que de perdre le cap et d'aller dans ce genre d'arrangement. Ceux qui pensent que le monde s'arrête à la petite circonscription et que le reste du monde ne les concerne pas, sont certainement de bonne foi, mais sont entièrement prisonniers du système réel du pouvoir au Liban. Très bien, Monsieur Nahas. Maintenant, nous allons parler de votre projet, un projet très ambitieux, et notamment par le fait que vous voulez un État à la fois laïque, à la fois social et redistributif. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur chacune de ces caractéristiques ? Nous avons besoin, et urgemment, d'un État qui fonctionne, que ce soit vis-à-vis de la déliquescence de la société ou vis-à-vis des arrangements extérieurs, à commencer par la Syrie et tout ce qui s'ensuit. Quel type de légitimité peut-on imaginer pour un État au Liban? Un État répressif, nous n'avons pas. Ce n'est pas une question de j'aime ou j'aime pas, si vous voulez. J'essaie d'être tout à fait lucide. Bon. Dans les pays où vous avez un corps militaire ayant une forte structure, l'exemple typique étant l'Égypte, il y en a plein d'autres, un État autoritaire peut être imaginé. Dans les pays où il y a une tradition religieuse qui couvre à peu près l'ensemble de la population, vous pouvez avoir un État qui cherche sa légitimité dans des prétentions religieuses. Nous en avons de plus en plus autour de nous. Déjà, ça a commencé avec Israël, les projectionnistes. Il y a l'Iran, il y a la Turquie, l'Arabie Saoudite, etc. Ce n'est pas disponible au Liban. Il y a la protection d'une base militaire. Là aussi, ce n'est pas possible parce que nous nous trouvons sur une ligne de faille au niveau de la région. Donc, par défaut, par un raisonnement purement fonctionnel, nous venons dire, écoutez, ce besoin urgent d'État, confiant dans sa légitimité, ne peut se traduire que par une légitimité laïque. Qu'est-ce que ça veut dire? J'aimerais juste, parce que l'une de vos spécificités à ce sujet, c'est d'envisager une évolution un petit peu à 2 vitesses. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Écoutez, les discours consistant à dire que, oui, progressivement, on évoluera vers... C'est du vent, ça. Si ça devait arriver, ça serait arrivé depuis longtemps. L'alternative courante consistant à dire qu'un décret ou une loi seront promulgués qui annuleront le confessionnalisme, c'est une autre illusion. Ce que nous disons, c'est que la légitimité laïque de l'État doit nécessairement, par besoin, être instaurée immédiatement. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous savons très bien que cette société a été configurée dans sa profondeur, sur une logique communautaire. Donc, ce que nous disons, c'est la chose suivante, et c'est l'objectif des négociations. C'est que les chefs communautaires restent là où ils sont. Mais chaque citoyen ou citoyenne, dans son comportement vis-à-vis de l'État, que ce soit au niveau des élections, au niveau des fonctions publiques, au niveau de ce que vous voulez, au niveau du statut personnel, aura le choix de dire « je suis citoyen en relation directe avec l'État » ou, au contraire, je tiens, par un choix individuel, personnel, à maintenir l'intermédiation communautaire. Y compris dans la loi électorale? Partout. Partout. Que ce soit le candidat, l'électeur. On crée finalement 2 sociétés. Exactement. Une société laïque et une société attachée aux constantes communautaires. La société encore attachée aux communautés, elle, sera protégée par l'État laïque, d'abord dans l'exercice du culte, mais aussi protégée pour qu'il n'y ait pas de conflit, parce que les communautés ont tendance naturellement à s'exclure et à s'opposer, sinon elles n'existeraient pas. Et par conséquent, l'appartenance à la communauté sera le résultat d'un choix individuel, personnel et révisable. On va parler d'un sujet qui vous vaut pas mal de critiques, notamment dans les rangs de l'opposition. C'est votre position concernant le Hezbollah.
Est-ce que vous considérez aujourd'hui que la nature et le projet de ce parti est équivalent à celle des autres partis traditionnels? Écoutez, bon. Oui, encore une fois, je vais répondre très clairement à votre question, mais juste pour repositionner la chose. Repositionnons. Voilà. J'aime bien, moi, les gens qui disent que nous n'avons pas d'attitude claire vis-à-vis du Hezbollah et qui disent que le Hezbollah représente une occupation iranienne, etc. Alors, ils font ce genre de déclamation à Tripoli ou à Jounieh parce qu'ils croient que ça leur rapporte des voix. Ça va. S'ils croient que cela dérange le Hezbollah, ils se trompent totalement parce que du côté du Hezbollah, on a exactement la réplique inversée qui consiste à dire ces élections ou toute échéance représentent une question existentielle et tout le monde est contre nous et par conséquent, nous les chiites, nous devons nous rassembler. Donc vous dites que ce par genre de pragmatisme... posture, non mais ce genre de posture ne fait que reproduire le mécanisme communautaire de division, de compartimentation de la société. Nous sommes présents dans notre projet avec tous les amis avec qui nous partageons cette optique, donc l'Assemblée nationale laïque, aussi bien au Akkar qu'à Jounieh qu'à Bint Jbel, contrairement à ceux qui prétendent avoir... Vous avez une prise de position sur un sujet délicat, ça ne consiste pas à faire des rotomontades avec vos copains. Charles Ben Nahas, l'une de vos grandes forces, et on l'a vu encore une fois dans cette interview, c'est votre capacité à faire un diagnostic clair et sans concession. Pourquoi, sur cette question, vous considérez qu'il est préférable de prendre en compte... Non, écoutez, les Libanais et Libanaises qui se considèrent chiites, pour moi, ça n'a pas de sens. Oui. Okay. Tout ça, c'est notre société, elle est comme ça. Oui. C'est pas la plus belle, c'est pas la plus heureuse du monde, la preuve, ce que nous vivons. Bon. Tout ça, c'est notre société. Ces gens-là, pourquoi appuient-ils le Hezbollah? Ils appuient le Hezbollah pour deux raisons. La première raison, c'est que ces gens-là, notamment dans le Sud, ont été l'objet, durant 40 ans, d'agressions, de destruction, d'occupation, etc. Alors que, du fait de la structure communautaire, bon, le reste du pays, en gros, s'en fichait, quoi. Ça compte, ça. Et il s'est trouvé que des groupes, ça n'a pas commencé avec le Hezbollah d'ailleurs, hein, ont organisé la résistance à cette situation, alors que l'État, entre guillemets, se désintéressait pratiquement de tout cela. Ça crée une légitimité effective. C'est un fait. Et comment on la combat? On ne la combat pas. Attendez. Il ne Comment s'agit pas de combattre. On lui enlève plutôt. Attends. Comment on lui retire cette légitimité? Je reviens à ça. Excusez-moi, juste pour que je ne me perde pas dans le fil de mes idées. Il y a une deuxième composante qui est tout aussi réelle, qui est que cette partie de notre société, tirant force et fierté de cette organisation, est bercée, si vous voulez, par un sentiment de revanche, de fierté, de puissance, etc. Non. Ces deux composantes ne sont pas faciles à maintenir ensemble. Parce que, quand vous avez un mouvement de résistance, qu'est-ce que c'est un mouvement de résistance? C'est d'abord une résistance à un adversaire, un ennemi, mais c'est aussi une résistance à une défaite que le reste de la population ou que l'État a admise. Donc une résistance n'a de sens que si elle porte un projet politique. Or, le Hezbollah ne porte pas de projet politique, il porte un projet communautaire, d'où la conjonction des deux facteurs. Quand le Hezbollah se retrouve en train d'appuyer dans ces élections, puisqu'on est à la veille d'élections, Ali Hassan Khalil, qui a fait des siennes, qui a refusé la couverture médicale universelle, en train d'appuyer un Ghassan Ghassan, en train d'appuyer un Lies El-Ferzli, en train d'appuyer un Marwan Khaireddine. Vous dites qu'il fait partie du système. Non. Il est otage. Il fait le caractère communautaire de sa présence populaire l'amène à des prises de position qui sont en train d'annuler l'effet réel des sacrifices et des victoires. Il est otage de la structure communautaire, il est en plus otage des arrangements extérieurs
qui sont en cours. Est-ce qu'aujourd'hui, le Hezbollah est un obstacle, et peut-être même le principal obstacle, à l'édification de l'État dont vous nous faites l'éloge Le Hezbollah est le plus fort parti communautaire au Liban, sans aucun doute. Quand nous disons que les chefs communautaires sont invités en toute responsabilité à négocier un transfert du pouvoir en vue de mettre en place un État laïque confiant dans sa légitimité, eh bien dans la liste, le Hezbollah vient en premier, c'est sûr. Donc demain, s'il vous menace, s'il fait descendre ses chemises noires, si dans un discours Hassan Nasrallah fait un chantage à la guerre civile, vous, comment vous répondez? Écoutez, le passage à la guerre civile serait un changement radical du paysage, que ce soit du fait de Hassan Nasrallah ou de quiconque. Nous ne pouvons pas, en attendant une probabilité de ce genre, laisser filer le temps et laisser les effets dévastateurs s'accumuler. Quand le Hezbollah, avec toute la force dont il dispose, essentiellement sa force intérieure au sein de la population, se trouve otage d'arrangements de ce genre, et alors qu'il prétend combattre la corruption, mais en fait se trouve être protecteur de personnages qui sont vraiment repoussants pour la population, y compris pour ses propres partisans, ben, ça prouve qu'il n'a pas de projet politique. Le Hezbollah a été incapable de formuler un projet politique au Liban. Si imaginez une seconde que le Hezbollah soit en charge de la Banque centrale, du ministère des Affaires étrangères, est-ce que vous pensez que le Hezbollah est prêt à réfléchir à ce que cela voulait dire? Pas du tout. En Iran, il y a une république islamique, mais c'est un État. Le Hezbollah au Liban est otage du communautarisme et en particulier de la communauté chiite. Mais très bien, monsieur Nahas, il n'a pas de projet politique, mais cela n'explique toujours pas comment on fait en sorte qu'il accepte de se mettre à l'écart. Écoutez, les risques, encore une fois, ce qui vaut pour Nasrallah vaut pour les autres. Donc il y a une équivalence entre vous pour tous les partis traditionnels. Mais oui, bien sûr, avec une force plus importante ici et moins importante là-bas. Mais c'est une question. Mais c'est juste une question de puissance et de force. C'est pas une question de nature. Non, ce n'est pas une question de nature. C'est qu'est-ce qui fait que nos compatriotes au sud Liban, dans une vaste pourcentage, appuient le Hezbollah? C'est essentiellement du fait... Mais aujourd'hui, aucun autre parti est accusé ces dernières années d'assassinat politique. Aucun autre parti n'a envoyé ses miliciens dans les rues de Beyrouth de la façon dont l'a fait le Hezbollah. Vous avez raison. Le Hezbollah se trouve exposé, non pas à des risques internes, mais non pas seulement, mais bien plus à des risques régionaux. Et par conséquent, le Hezbollah et la communauté chiite se trouvent de ce fait exposés à des risques dont l'existence d'un État effectif les dispenserait. Monsieur Nahas, il y a une phrase d'Emmanuel Kant qui dit « Tout système est vrai dans ce qu'il affirme et faux dans ce qu'il nie ». Et j'y ai beaucoup pensé en vous écoutant depuis tout à l'heure. On a parfois le sentiment que vous avez une théorie qui est cohérente, qui est complète, mais lorsque le réel ne rentre pas dans cette théorie, vous tordez un petit peu le réel. Qu'est-ce que vous répondez? Donnez-moi un exemple. Typiquement sur la transition du pouvoir, le fait que vous dites vous-même que ce sont des chefs armés qui ont besoin du clientélisme, qui se sont nourris de ça, qui ont ça dans le sang et qui seraient amenés à négocier. Sur le Hezbollah, qui lui-même se dit Hezbollah, donc je suis le parti de Dieu, et vous lui proposez de négocier un État laïque. Il y a parfois une forme de dissonance entre la complexité et la cohérence générale de votre propos et la situation dans laquelle nous sommes. Vous savez, sans aller vers des théories, je vais essayer de vous répondre, parce que c'était les instructions que vous m'aviez données avant l'enregistrement. Aucune instruction. D'une manière simple. Vous êtes libre ici. Non, j'entends bien sûr. Écoutez, toute configuration sociale est un résultat historique. Il n'y a pas d'essence absolue spécifique. Les chiites, les maronites, les sunnites, les grecs orthodoxes, etc. n'ont rien de spécifique, à part une évolution historique reconnaissable dans le temps et par conséquent qui est limitée dans le temps aussi. Donc de ce fait, quand nous traitons avec notre société, nous traitons avec l'idée que cette société est un produit historique
qui a été régi durant une phase à peu près 50 ans par un système, un modèle, un régime qui a façonné les comportements, les statuts, l'imaginaire, etc. Ce système est tombé parce que les conditions de son existence, conditions externes, le dollar en fait, ont été interrompues. Donc nous sommes dans une situation où ce que les gens ont connu n'existe plus. Et quand les gens perdent leurs références, leurs ambitions, leurs attentes, leurs espoirs, leurs amis, leurs institutions, leurs statuts, tout ça, ils ne sont pas en situation facile. Il n'est pas facile de leur demander d'imaginer quelque chose qu'ils n'ont jamais vécu. C'est là l'essentiel du politique. C'est de prendre le risque, d'anticiper. De sortir du cadre. Exactement. Et par conséquent, tout en reconnaissant pleinement les risques attachés à cette attitude, nous sommes convaincus que c'est cela dont notre société a besoin. Merci beaucoup, Charles Bennahas. Merci à vous. Merci à vous et à très bientôt pour un prochain épisode.